Dans cette nouvelle série en partenariat avec SW Motech, Suzuki et le Lynx, nous allons apprendre à déjouer les pièges de la route. À la suite d'un jeu concours auquel ont participé plus de 14 000 personnes, nous avons tiré au sort 3 élèves au profil bien différent. Thomas, 26 ans, qui roule en Ducati Panigale 1299S. Pistard amateur et faisant de la moto depuis tout jeune, il est notre profil gazier. On retrouve ensuite Gabriel, 47 ans, en Honda Varadero. 28 ans de permis, rouleur en toutes circonstances, il est notre profil pépère. C'est le comparateur d'assurance Le Lynx, notre partenaire sur cette émission Highside, qui lui a fait gagner cette place, ainsi que ses goodies hors saison. Et enfin Anne-Sophie, en Yamaha MT-07 A2. Cette jeune nordiste a le permis depuis 1 an et demi et n'a parcouru que 3000 km. C'est notre profil débutant. De notre côté, Bader et moi roulerons avec des Suzuki V-Strom 1050. Faciles, neutres et dociles, elles sont parfaites pour les routes tortueuses qui nous attendent. On a donné rendez-vous à tout ce beau monde dans le Vercors. On a équipé leur moto d'accessoires SW Motech et on leur a concocté un stage intensif de 3 jours. Au programme, on va leur apprendre à freiner efficacement sur route, à se placer au bon endroit sur la chaussée, à gérer leur poignée de gaz et enfin à réaliser les gestes de premier secours avec un pompier. Chapitre 1, le freinage. Donc on est là pour vous apprendre comment utiliser le frein avant et le frein arrière. Mais avant ça, on va vous demander un peu comment vous freinez-vous sur route en général. Thomas, tiens, toi par exemple, toi tu roules avec la Panigale. Exactement. Tu roules beaucoup sur piste, pas mal sur route aussi. Comment tu utilises ton frein sur route? Brutalement. Ah. J'entre dedans et boum, voilà. Brutalement. C'est ça. Ok. Donc, Tu fais une différence entre le frein avant et l'arrière déjà ou... Oui. Oui. Anne-Sophie? Alors moi je freine quasiment que de l'avant. Je me sers quasiment jamais de l'arrière. Quasiment jamais de l'arrière? Quasiment jamais, non. D'accord. Ton pied il est jamais sur la pédale de frein arrière? Si, mais j'appuie pas. Ok. Mais est-ce qu'à l'auto-école, on t'a appris à freiner de l'arrière? Au lent, c'est tout quoi. Ouais. Et ouais. Et Ouais. pourtant, au lent, t'es obligé de t'en servir Ah tout ouais. le temps. Ouais. Et après, une fois que t'as eu le permis, tu te dis c'est bon, je m'en fous. Et ben moi sur le Varadero, il y a un dual CBS, donc quelque part j'utilise que la poignée d'avant parce qu'il y a une répartition qui se fait de par la machine et j'utilise la pédale du frein arrière quand j'ai besoin de freiner beaucoup plus fort pour encore plus asseoir la machine. Intéressant. Bon, toi, t'es une sorte de tricheur un peu feignant finalement. Et pourtant c'est la plus vieille. C'est vrai. Non, c'est vrai. Donc t'es un répartiteur de freinage. Tout à fait. Bon, ça va être intéressant justement. Maintenant, on va passer un petit peu à la théorie. Vous n'êtes pas sans savoir que sur une moto, donc, il y a 2 freins. Il y a l'avant, qui est généralement le plus gros, le plus puissant sur la plupart des motos du marché, et qui vous permet vraiment de ralentir, de casser votre vitesse. Et après, il y a le frein arrière. Celui-là, on n'en parle pas souvent, on l'utilise pas souvent, mais c'est un frein qui est très important. C'est un petit peu un frein de précision. À l'approche d'un virage, on utilise principalement le frein avant. Étant donné que c'est le plus puissant, c'est celui qui permet vraiment de réduire drastiquement sa vitesse avant le virage. En revanche, une fois à l'entrée du virage, une fois dans le virage et une fois à la sortie du virage, c'est le frein arrière qu'il faut utiliser, pratiquement exclusivement pour contrôler sa vitesse, sa trajectoire et même son accélération. Surtout sur la route, il faut partir du concept que on ne connaît pas l'adhérence. Donc potentiellement, il peut y avoir quelque chose qui va vous faire glisser ou quelque chose qui va vous donner en tout cas moins d'adhérence et qui ne va pas vous permettre de freiner fort. Donc, on essaie de freiner plutôt avec l'arrière, qui est un frein qui est beaucoup plus doux que l'avant. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer quand utiliser l'avant, quand utiliser l'arrière et dans quelle proportion surtout. Et c'est maintenant qu'Adrien va faire un joli dessin. Ah non, c'est toi qui décides. Ah non mec, déjà j'ai mis 2 heures à écrire freinage sans faire une faute. Donc on va essayer, je dessine pas très bien, mais de matérialiser l'intensité du frein avant. Donc évidemment, on arrive comme ça. Là, on a beaucoup d'intensité de freinage et c'est dégressif. Ok. Donc on utilise le frein avant, comme ça, à l'entrée du virage. Du plus puissant au moins puissant. Et c'est avant le virage, il faut le lâcher. Hein.
Sur circuit, on va accompagner le frein avant jusqu'à tard, pratiquement jusqu'à la corde parfois. Sur route, comme on l'a dit tout à l'heure, on considère qu'on peut avoir une adhérence précaire, donc on ne va pas se jouer à ce jeu-là. Le mieux, c'est de lâcher le frein avant de commencer à pencher la moto. C'est l'idéal. Ok? Frein arrière. Oui, alors, le frein arrière, normalement, vous en servez en même temps que votre frein avant pour ralentir votre moto, pour l'asseoir, pour la poser. Donc vous freinez en entrée de virage, vous le relâchez et potentiellement, durant toute la durée de votre enchaînement de virages, vous allez avoir à retoucher un petit peu au frein pour adapter votre vitesse. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est garder le pied sur le frein tout le long. Parce que là, vous allez avoir les plaquettes qui vont toucher contre le disque en permanence. Ça va faire chauffer votre frein, chauffer votre liquide. Et là, au bout d'un moment, vous n'aurez plus de frein en fait. La pédale sera toute molle. C'est ce qu'on appelle le fading en fait. C'est quand le frein surchauffe et que d'un coup, en fait, vous en avez plus. Et en général, il faut attendre que ça refroidisse pour que ça revienne. Voilà, donc pour éviter ce cas de figure-là, on va dire que vous appuyez dessus quand vous sentez que vous en avez besoin, mais pas en permanence. Et quand vous regardez ça, est-ce que vous avez l'impression que c'est ce que vous faites? Moi, oui, sauf à partir de là. Parce que là, je garde que le frein avant. Moi. Que le frein avant? Ouais. Parce que le frein arrière, il marche pas bien. C'est vrai que sur les Ducati, il a tendance à chauffer très vite. Et même, genre, quand tu appuies, genre, tu accélères, c'est juste anti-wheeling en fait. Il sert vraiment d'anti-wheeling, j'ai l'impression. Il bloque vraiment pas la roue. Tu pourras jamais la bloquer. Même sans ABS, tu bloqueras jamais la roue. Ah, mais il faut surtout pas bloquer la roue. Oui, non, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de puissance. Parce que je veux dire, genre, si vraiment, c'est pas ce qui va m'aider à freiner. Par contre, il va bien servir dans la courbe, mais qu'il va pas bloquer. Tu peux vraiment l'asseoir et retravailler ta trajectoire. C'est là où il est. Là, pour ça, c'est nickel. Mais ici, moi, je l'utilise pas. Mais là, de la même façon, il n'est pas là pour te ralentir davantage. Gabi, tout à l'heure, tu disais que toi, quand tu devais freiner fort, tu freinais de l'arrière. J'appuyais sur les deux éléments. Ok. Est-ce que c'est pour ralentir davantage ou pour stabiliser ta moto? Généralement, je vais appuyer le frein avant et le frein arrière en même temps. C'est pour avoir plus de puissance dans mon freinage. D'accord. Parce que comme d'origine, quand je freine du frein avant, il y a un petit peu de répartition sur l'arrière. J'ai pas forcément besoin de... En fait, quand tu freines de l'arrière, ta moto s'assoit. Tout à fait. Et en fait, en s'asseyant, tu donnes aussi plus d'adhérence à tes pneus et potentiellement, tu peux donc freiner plus fort de l'avant. C'est pour ça qu'il faut freiner un petit peu de l'arrière quand même quand tu veux vraiment ralentir avant le virage. Anso, typiquement, toi, quand tu freines que de l'avant, tu crées un gros transfert de charge sur ta moto. Et du coup, tu la déstabilises beaucoup. Et déstabiliser ta moto avant de rentrer en virage, ça te fait perdre un petit peu de confiance. Parce que tu changes la géométrie de ta moto et elle ne réagit pas pareil. Et du coup, toi, le sentiment que tu as inconsciemment, c'est que ta moto fait quelque chose de bizarre. Et donc, tu ne vas pas rentrer sereinement dans ton virage. Donc, ce sera intéressant que tu utilises un petit peu plus le frein arrière. Mais quand vous freinez que de l'avant, ça c'est l'avant de la moto. C'est une Goldwing. Une grosse avec un top case. Quand vous freinez que de l'avant, finalement, la moto elle va Plonger. basculer vers l'avant, ça va changer un peu sa géométrie, puis l'arrière il va être assez instable puisqu'il n'y a plus de poids sur l'arrière. Le fait de freiner un peu de l'arrière et de l'avant, l'arrière de la moto va s'asseoir, et donc finalement quand vous allez freiner de l'avant, l'assiette de la moto va rester plus horizontale. Vous allez donc avoir un comportement plus naturel. C'est pour ça que ça c'est crucial. Freiner que de l'avant, c'est à tous les coups déstabiliser la moto. Une fois que vous freinez de l'arrière et que vous reprenez les gaz, la moto aura moins d'à-coups. C'est-à-dire que, comme tu disais, ça permet d'éviter qu'elle cabre, mais ça permet aussi cette sensation de tendre la moto. Et de faire en sorte que quand tu reprends les gaz, quand tu les ouvres, l'ouverture des gaz soit plus douce. Parce que ta roue arrière est un petit peu ralentie naturellement. Sur la Panigale, il y a un gros à-coup à l'injection quand tu es gaz coupé et que tu reprends. Exactement. Donc, sur ces gros bicylindres, c'est encore plus important de freiner de l'arrière avant de reprendre les gaz pour que la moto soit plus douce. Avec la MT-07 aussi, ça arrive. Je ne sais pas si tu as cette sensation, des fois quand tu n'accélères pas et que tu reprends ton filet de gaz, que la moto fait un peu comme ça. Ouais, Tu sais, qu'elle ça. saute en avant. Ouais. En freinant de l'arrière, tu verras qu'elle sera beaucoup plus douce à la reprise des gaz. Et moi je sais que j'ai toujours le pied dessus, sauf sur l'autoroute où je sais si c'est tout droit, voilà. Mais à partir du moment où je suis sur une route en ville ou sur une route qui tourne un peu, j'ai toujours le pied sur le frein arrière, prêt à appuyer dessus.
Déjà, c'est un temps précieux de gagner en cas de freinage d'urgence ou de réflexe. Et ensuite, c'est là que vous allez vraiment vous en servir tout le temps en fait. Parce que si vous n'avez pas le pied dessus, le temps de faire ça, le problème d'à-coup, machin, il est déjà passé. Et pourquoi on met le pied, on demande à mettre la pointe du pied sur le repose-pied? Normalement, c'est plutôt un pilotage piste qui demande ça. C'est-à-dire que quand on veut changer la moto de direction, on appuie sur le repose-pied. Et pour avoir de la force, on appuie avec la pointe du pied. Pareil quand on penche. Pour pas que la botte frotte, on la recule et on se met sur la pointe. Sur route, vous n'aurez pas ces cas de figure-là. C'est-à-dire que pour changer de direction, vous n'êtes pas à un rythme où vous devez forcer sur votre moto avec les jambes. Donc il vaut mieux, de mon point de vue en tout cas, il vaut mieux garder toujours le pied au-dessus du frein. Dernière petite chose, on est en train de parler du freinage, mais on est obligé de parler du frein arrière pendant la phase d'accélération. Comme Adrien l'a montré, et ça paraît curieux, mais là, en fait, on continue potentiellement d'utiliser le frein arrière. Tu parlais tout à l'heure, tu l'as dit très vite, mais tu as dit, moi, mon frein arrière, c'est limite un anti-wheeling. Oui. Intéressant parce que le frein arrière, à l'accélération, c'est une sorte d'anti-patinage ou d'anti-wheeling naturel. Quand vous êtes en sortie de virage, vous cherchez la sortie, et vous êtes en train de jouer sur les gaz, comme on l'a dit, ça déstabilise la moto. Par contre, quand vous avez le pied sur le frein, commencez à accélérer, comme Adrien a dit, ça tend la suspension, la moto est beaucoup plus stable, et en fait, vous lâchez le frein en même temps que vous accélérez. Donc, on utilise aussi le frein arrière pendant la phase d'accélération. C'est pas interdit, on ne nous l'apprend pas en moto-école, mais oui, on peut avoir du frein et du gaz en même temps. Il faut juste se méfier, comme il a dit tout à l'heure, du fading, pas trop abuser de ça, parce qu'au bout d'un moment, vous allez avoir une surchauffe du frein arrière, quoi. Là, je crois qu'on a vraiment tout abordé. Relou, hein. Énorme. Ouais. Une fois la théorie terminée, il est temps de mettre en pratique toutes ces informations. On se retrouve donc dans un type de virage qui demande une bonne gestion de son freinage, une épingle. On va corriger nos 3 stagiaires en direct grâce à nos intercoms. Et on commence par Anne-Sophie. Donc tu viens et tu fais exactement ce qu'on t'a dit, c'est-à-dire pour adapter ta vitesse, d'abord tu freines de l'avant et ensuite, avant de rentrer dans le virage, tu lâches le frein avant et tu fais tout au frein arrière. Ok, c'était un premier passage propre et timide à la fois. Anne-Sophie applique tout de suite les conseils, et malgré le fait qu'elle n'utilise jamais son frein arrière, elle appuie dessus progressivement et uniquement quand elle en a besoin. C'est un bon début, mais il va falloir mettre plus de vitesse. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. On freine de l'avant. On lâche l'avant. Arrière. C'était déjà un peu plus vite là. Ouais, et c'était bien. Mais ça manque encore un peu de vitesse pour exploiter les freins. Malheureusement, c'est un autre problème que va avoir Anne-Sophie. Et troisième passage, on veut encore un peu plus de vitesse. Et bah là, je vous avouerai que la vitesse, ça me fait flipper dans les virages. Je suis tombé, les gars. Ah, elle est tombée. Ouais, à l'arrêt, hein, mais je suis tombé. Bon bah reviens ici et arrête-toi à notre niveau s'il te plaît. On va regarder Ok. tout ça. Tu viens t'arrêter là? Oh, la bulle. Ouais. Eh ben écoute, on n'est pas mécontent d'avoir mis les protèges, Ouais. protèges moteurs. Toi, t'as rien, hein. Ah non, moi j'ai strictement rien. En fait, j'étais à l'arrêt, hein, clairement. Bon, on va te remettre les GoPro et on va y retourner, d'accord? Ouais. Allez. C'est ça que je trouve bien, moi, avec tes femmes à tu moto, vas être c'est sexiste. c'est qu'elles non, Bien c'est sûr. qu'elles appliquent instantanément ce que tu dis. Donc déjà, le premier passage, elle avait pied sur le frein alors qu'elle dit qu'elle ne le faisait jamais. J'ose jamais dire ça, mais c'est vrai que les filles sont plus appliquées. Ouais. Tu vas voir avec les 2 gros bourrins là après, on va leur dire 8 fois les mêmes choses, ils vont rien faire. C'est aussi comme ça qu'on apprend. Après une chute, il ne faut pas tarder à remonter en selle pour ne pas rester sur une mauvaise note. Anne-Sophie va nous le prouver. On lâche le frein, hop, on le touche plus à l'arrière. Et on accompagne l'accélérateur avec le frein arrière. Moi, je trouve ça propre. Hein. Bah ouais, à part mettre de la vitesse, il n'y a plus grand chose à faire là. C'est ça. Bon, ça se fera avec les années, je pense. On va pas lui faire jusqu'à ce que... On va pas lui faire poser le genou non plus. C'est pas Mm. le but de l'exercice. Pas aujourd'hui, je pense. Non. Enfin, en plus, elle l'a déjà posé tout à l'heure dans l'herbe. Alors, Oui, c'est validé.
quelque part, c'est déjà fait. Voilà. On peut maintenant passer à notre prochain élève, Thomas, et sa moto bien trop puissante pour ce virage. Oula. Oula, 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 oula. Thomas, j'ai comme l'impression que tu as essayé de nous impressionner. Non, du tout, je sais pas trop ce que vous voulez en fait, ça me fait un peu peur. Ne nous dis pas que tu roules comme ça tout le temps. Sinon, c'est pas normal que tu sois encore en vie. Regarde, reviens, refais un passage et vraiment applique-toi sur ce qu'on a dit ce matin. N'essaie pas de rouler vite pour le moment. Essaie de faire les choses dans le bon ordre. Ok. T'arrives à une bonne vitesse. Vas-y, 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 vas-y. On freine de l'avant. On lâche l'avant. On lâche l'avant. Voilà. Ok. Il a dit c'est bon, mais il avait encore 2 doigts sur le frein. Hein. Il a triché. Mais c'était mieux. C'était bien mieux. Thomas n'a pas peur, mais ce n'est pas forcément une qualité. Il doit se canaliser pour appliquer les conseils dans le bon ordre. Il faut ralentir pour les appliquer et ensuite retrouver sa vitesse tout en étant plus en sécurité. Il faut que tu aies une conduite un peu moins pistard là. Tu es encore un peu pistard là, tu tiens un peu le frein. On sait que tu peux le faire. Là, le but c'est de faire confiance à ton frein arrière pour réguler ta vitesse d'entrée. D'accord, ok. En fait, freine plus fort quand tu es droit. Tu freines et c'est le frein arrière qui va vraiment venir corriger le reste des kilomètres/heure qui te manquent. D'accord. Freine fort en ligne droite, on lâche l'avant. C'est bon, je relâche, frein arrière. Oh là, Ah, putain. Ouais, là, tu vois. Il a bloqué, c'est con. Le frein arrière. Putain, c'est la première fois qu'il bloque. C'est pas le mec qui nous disait impossible de bloquer l'arrière d'une Panigale. Parfois, à vouloir trop bien faire, on en fait tout simplement trop. Les freins sont des éléments sensibles sur une moto. Il faut donc augmenter la pression que l'on leur applique progressivement. On lâche l'avant, arrière. On centre avec. Ça va, franchement c'est bon. C'est validé mec. Bravo. Bravo. C'était propre. Bon, bah super, merci. C'est maintenant au tour de Gabriel et sa Varadero de se confronter à l'épingle. Première approche prudente, voilà, pour venir découvrir ce virage. Voilà. On prend le frein avant, on lâche le frein avant, on lâche le frein avant, on n'est que sur l'arrière maintenant. J'aimerais bien que tu enlèves les doigts du levier pour qu'on puisse voir vraiment si tu le lâches. Ok. Garder les doigts sur le levier n'est pas un défaut en soi, mais pour être sûr qu'il n'utilise pas son frein avant dans le virage, Gabriel va devoir les enlever. Du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, frein avant, hop, on lâche le frein avant et on prend le relais. Et hop. Moi, je pense que tu n'as pas tenu le frein arrière dans la montée parce que ta moto a élargi. Pas assez peut-être, oui. C'est bien là l'intérêt du frein arrière. Il permet de resserrer la trajectoire et donc de ne pas sortir sur la voie d'en face ou dans le fossé. Allez Gabi, on accélère, tac, on freine de l'avant. Freine de l'avant, freine de l'avant, prends le relais sur l'arrière, on lâche l'avant. Lâche-moi l'avant. Wouh! Bien ça! Alors, oui mais non. Hein. Bah oui, je sais bien. Oh, moi j'ai trouvé ça stylé. Oui, c'est parce que t'as pas vu la sortie. Hein. Ah non, non, c'était dégueulasse. J'ai entendu le repose-pied. Oui, oui, mais il était pleine gauche du coup. Ah oui, mais parce qu'il a touché le repose-pied. Malgré ce petit écart, Gabriel tient le bon bout. Il doit encore conserver le frein arrière dans le virage et s'en servir pour moduler sa sortie. Donc tu gardes l'arrière, même si tu remets du fil et que tu accélères, tu gardes l'arrière. Ah, t'élargis trop encore. Ah, j'ai lâché le frein arrière. T'as lâché le frein arrière. Ouais, ouais. Et à force de répéter, cela commence à venir. Jusqu'à la fin. C'est mieux. C'est mieux. Ce qui est bien, c'est qu'il a lâché et repris. Il a lâché, repris, exact. Il s'est allumé après. J'ai modulé. Tu as modulé. Ça y est. Calme-toi, Gabriel, calme-toi. T'enflamme pas, mon grand. Refais-nous un passage pour nous montrer que tu y arrives bien. Voilà. Et ça ira. Allez, je lâche. Compte sur l'arrière. Je reprends mon filet de gaz, je garde l'arrière. Très bien. Voilà. Ben voilà, c'est bien. Modulé. C'est parfait. Et ben c'est bon, c'est validé, tu peux t'arrêter. Merci. Nos élèves ont bien travaillé et appliqué les conseils. Voyons maintenant s'ils s'y connaissent un peu en trajectoire. Bon, maintenant on va parler de l'élément qui va vous permettre de rouler le plus en sécurité
sur route. La trajectoire. Où se placer sur la route pour être le plus sûr possible. Donc première question, où est-ce que vous vous placez sur la route quand vous roulez normalement? Thomas. Donc alors moi, où je me place? Alors si c'est un virage serré, je vais m'ouvrir le virage. Donc je me place toujours à l'extérieur pour pouvoir m'ouvrir le virage et voir justement ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça me permet de rentrer un peu plus vite, un peu être plus sûr, ce que je fais. Et sinon, si j'ai une bonne vision, je reste au milieu de la route. Voilà, Ok. Je me place à peu près au milieu et comme ça, j'embête personne. Et si quelqu'un veut me doubler, ça l'empêche un peu de me doubler et se resserrer au dernier moment. Anso, à toi. Moi, je suis un peu en plein milieu de la route. D'accord. Enfin, sur ma voie, bien entendu. Hein. Oui. Et après, pour tourner, je m'en vais vers l'extérieur et puis je rentre comme ça. Ah d'accord, donc tout le long, tu es plutôt au milieu, Ouais. mais quand même avant le virage, tu fais un extérieur-intérieur. Ah ouais, mais de toute façon, vous allez rire, hein, mes trajectoires en virage. Mais tant mieux. Et donc, ouais. Hein. Mais tu as quand même ce Ouais, réflexe d'écarter un peu avant de rentrer. Ouais. Gabriel, à toi. Moi, 2 cas de figure. Si je connais la route, je vais un petit peu jouer et un petit peu me placer au mieux pour prendre le plus de sensations dans les virages. Et si ce sont des routes qui me sont inconnues, je vais plutôt être au milieu pour essayer d'anticiper au mieux Ah les d'accord. choses. Voilà, parce qu'il y a ce risque-là, quoi. C'est vrai que parfois, quand tu connais la route, tu te dis, bah c'est bon, je connais le virage qui arrive, donc je sais qu'en me plaçant, en l'ouvrant beaucoup, je peux passer plus vite, C'est ça. quitte à sortir un petit peu sur la voie d'en face ou quoi. Mais Je peux c'est me là permettre que c'est ou pas. dangereux, en fait. Parce que même si tu connais la route, tu connais pas ce qui arrive en face. C'est bon. Et ce qu'on va vous apprendre aujourd'hui, c'est d'être toujours placé sur la route pour que quoi qu'il arrive en face, vous restiez en sécurité. Dans un virage, la trajectoire de base, c'est extérieur, intérieur, extérieur. Ça, tout le monde le sait à peu près. Donc, dans un virage à gauche, quand on se place à l'extérieur, on se place à droite. Donc là, vous êtes en sécurité, étant donné que à droite, rien ne peut vous arriver. Donc, extérieur, je vois la sortie du virage, je plonge à l'intérieur et je m'élargis ensuite. Facile, classique, Voilà. évident. On est d'accord? S'il n'y a personne en face, ouais. Ah bah là, Ah mais là, il peut y avoir quelqu'un en face. Hein. Tu es toujours sur ta ligne. tu es là de toute façon à l'entrée. Donc s'il y a quelqu'un là, tu risques rien, tu es de l'autre côté de la route. Ouais. Et quand tu es à l'inter, Bah là, tu as vu la sortie de ton virage. Là, tu donc vois sais qu'il y a qu'il y a personne. Ok. Ton champ de vision, à moins que tu sois une sorte de cheval. ça marche. Je crois que les chevaux, ils ont un angle de vision genre de 2 degrés. C'est ça. Mais tu ressembles pas à un cheval. donc, C'est pas beau de dénigrer les gens comme ça. bah, je le dénigre pas, mais techniquement, quand tu es là, tu vois. Absolument. Mais t'as raison, il faut qu'on le précise. C'est voir la sortie de ton virage, c'est voir le rayon de ton virage, mais surtout ce qu'il y a en face. Et là, tu es sûr, une fois que tu es sûr qu'il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion, tu plonges dans ton virage, tu as la route pour toi. Ça, c'était le premier cas de figure. Comme vous pouvez le voir, il y en a 3. On va s'attaquer au cas de figure le plus compliqué. On a dit tout à l'heure que vous étiez moins à l'aise à droite. On va donc essayer de comprendre pourquoi. Si on applique la même... Est-ce que tu veux bien me laisser la place? Avec grand plaisir. Si on applique la même méthode à droite, ça devient potentiellement compliqué. En théorie, ce qui nous donne de la visibilité, c'est de nous mettre le plus à l'extérieur possible à l'entrée du virage, pour voir le plus loin possible ce qui arrive. Mais dans cette position, potentiellement, s'il y a une voiture qui arrive, ou un véhicule, un bus, un camping-car, qui mord un peu sur votre voie ou qui est proche de vous, vous êtes quand même très proche du véhicule. Et c'est potentiellement ça qui fait peur en réalité. C'est pour ça que la plupart des motards, la quasi-majorité des motards sont moins à l'aise à droite. Oui, dans cette trajectoire, vous allez voir loin, mais il faut être absolument prêt à regagner l'intérieur du virage au cas où il se passe quelque chose. Donc trajectoire tardive et on élargit. Pour moi, en fait, c'est les virages les plus délicats parce que si vous cherchez de la visibilité, c'est votre seule issue. Si vous voulez ne pas vous faire surprendre par un virage à droite qui resserre, c'est aussi votre seule issue. Mais dans ce cas de figure, il faut être très attentif à ce qui arrive en face. Si vous voyez quelque chose, vous vous rabattez à l'intérieur. L'avantage ici, c'est que vous avez toute votre voie pratiquement pour vous rabattre. Donc pour moi, rentrer dans un virage à droite, c'est ici qu'on rentre dans un virage à droite. Dernier cas de figure, Adrien, il a une théorie bien cool, une pratique bien cool. Non mais c'est vrai. Ah oui, la route étroite. Allez, je te laisse la place. Sur route, on part du principe que vous avez la largeur totale de la route, vous la coupez en deux, vous prenez la partie à droite et c'est votre voie. Ça, on est d'accord. Ouais. Normalement, dans cette zone-là, vous êtes en sécurité. Sauf qu'il y a des routes qui sont tellement étroites
que même lorsque vous la coupez en deux, hop, je vais essayer de la couper en deux à peu près de façon équitable, un véhicule qui arrivera en face prendrait bien plus que sa voie. Une voiture pourrait avoir cette largeur-là. Là, on est en train de parler de routes très étroites. Très étroite, Route sans de marquage. campagne, des cols très serrés. Exactement. Dans ce cas de figure-là, il faut se dire que votre zone de sécurité, celle où vous ne risquez rien, c'est encore la moitié de votre voie. Donc c'est tout ça. Et c'est cette partie-là de la route. En gardant vos roues ici, vous ne risquez rien. Parce qu'une voiture peut arriver sans que vous l'ayez vue, ben, vous aurez toujours la place de passer en fait, tout simplement. Donc il faut se forcer, même quand vous avez l'impression d'avoir de la visibilité, de rester sur la moitié de votre voie. Comment vous la calculez cette moitié de voie? C'est La moitié de la la route moitié, ça fait un quart. moins la largeur d'une voiture. Et ce qui reste, ben, c'est pour vous. Techniquement, vous êtes bien conscient que sur ce genre de route, ça ne vous fait pas gras. C'est pour ça qu'en général, on évite de rouler vite sur ces routes à moto, tout simplement. Surtout que bien souvent, ces routes étroites, c'est des routes où il va y avoir des graviers sur le bord Elles et sont tout ça. pourries. Donc, elles sont tout le temps pourries. Avec des raccords, C'est des traces ça. de bitume. Des raccords, un bas-côté qui déborde un petit peu. Donc voilà, il faut vraiment être très prudent. La route, tu sais, la trajectoire parfaite sur route pendant 200 km, personne ne le fait. Hein. On est bien d'accord. Ça reste un terrain où il faut improviser en permanence. Voilà. Mais l'idéal, et la théorie, c'est ça, et il faut essayer de s'y coller, et c'est ce qu'on va faire maintenant. On passe désormais à la pratique. Et pour cet exercice, on se répartit les élèves. Bon, exercice de trajectoire, on va donc passer derrière eux et devant eux pour les conseiller, et ensuite voir s'ils appliquent bien. C'est ça. Bon, les deux, ils sont trois, on va essayer de se répartir ça, et pour ça, on va faire appel au destin. Donc on fait quoi là? Des chiffons. Ouais, pierre, feuille, ciseaux. Ok. On élimine le puits direct, comme ça il n'y a pas de discussion. Ok. Donc on va commencer par Gabriel. Alors celui qui gagne prend Gabriel Ouais, ou celui qui perd prend Gabriel? qui gagne, Ouais. c'est plus positif. Oui. Bon. C'est pas un super lot non plus. Bon. Non, c'est pas le pire. Ouais, non, Gabriel, c'est un. Oui, Gabriel, c'est gagné. Allez, t'es prêt? Allez. Désolé, c'est réflexe. J'ai fait le. T'as fait le puits. Voilà. Ah, bah ça. Gabriel, Non, tu gagnes Gabriel. mais non, la feuille, elle entoure le. Ah merde, je Voilà. gagne Gabriel. Oui, c'est bien, je gagne Gabriel. Maintenant, Thomas. Bah. Oh non, j'ai Oh, Thomas. tu vois, écoute, c'est bien, tu vas le calmer un peu parce qu'il est un peu chaud-braise le mec. Ouais. Donc toi tu drives Thomas, moi je drive Gabriel, reste plus qu'à savoir qui drive Anso. Oui. C'est bon. Tu sais, des ciseaux qui coupent des pierres. Non. J'en ai Non, il y déjà en a vu, pas. il y a des couteaux, Ah. il y a des ciseaux hyper tranchants. Si tu le jettes fort sur la pierre, il peut le casser. Je pense que ça avait l'air d'être un gros ciseau que t'avais. Ouais, c'était vraiment un petit ciseau. Non, c'était- c'était un gros, il pouvait casser une pierre, je te le dis. Donc, c'est toi qui as gagné. Putain, mais chier. Ça va être intéressant. Et pour commencer, on va se concentrer sur notre placement sur la route. Bon Gabriel, nous sommes dans le sublimissime col de Rousset. C'est dans la Drôme, on n'est pas loin de notre camp de base dans le Vercors. Et ici, aujourd'hui, on est là pour faire la leçon de trajectoire. Tout part de là, le placement sur la route. En fonction de celui-ci, on va gagner en visibilité, en adhérence, et donc se faciliter la vie. Cela demande donc de mettre en pratique ce que l'on a vu à l'atelier précédent. Et Gabriel va maintenant prouver qu'il a bien compris sa leçon. En fait, les gens te disent que moins tu prends de place sur la route et potentiellement moins tu risques d'impacter quelque chose. Moi, je suis pas totalement d'accord avec cette théorie. Parce qu'en réalité, plus tu utilises ta place sur la route, et moins pour rouler ou prendre les virages, tu mets d'angle. Donc ça veut dire qu'en utilisant plus d'espace sur la route, tu mets techniquement moins d'angle pour passer dans un virage égal. Et donc, moins d'angle égale forcément plus d'adhérence au freinage et plus d'adhérence à l'accélération. D'accord. Voilà, après, chacun fera bien ce qu'il veut. Moi, en tout cas, je fais comme ça. Adrien en fait comme ça. Beaucoup de gens font comme ça. Et ça, c'est valable
globalement, quel que soit le rythme de roulage du motard, quelle que soit sa moto. D'avoir le petit ange gardien qui parle dans le casque, ça aide bien et on fait du propre, finalement du plus rapide, du plus propre, donc deux curseurs augmentent, la sécurité et le plaisir, donc c'est que du bonheur. On voit que ton regard cherche à avoir de la visibilité et ça c'est bon signe. Caillou. Extérieur, frein arrière, le regard, filet de gaz avec le frein arrière, je redresse, voilà, parfait, c'est très propre ça. On a encore quelques belles épingles à faire, mais pour l'instant, moi ce que je vois c'est pas mal. Faut juste encore entrer plus tard dans les épingles et tenir ta moto au frein arrière. Gabriel est appliqué, il fait les choses dans le bon ordre, sans se précipiter. Parfait, mais c'était pas mal, franchement, c'était bien. C'est maintenant au tour de Thomas, qui va surtout devoir soigner les épingles avec sa sportive. Alors là, tu vois, je reste milieu. Ouais. Et ça se voit que c'est un virage, tu vois, qui est assez ouvert parce que à ce qu'on voit de la paroi, tu arrives un petit peu à deviner comment ça se referme. Là, bon, ça se referme, donc j'attends et je rentre. Hop là, j'ai vu la sortie, je rentre et du coup, je suis placé pour celui d'après. Ok, d'accord. Ouais, t'anticipes en fait sur 2 virages grosso modo. C'est ça. Toujours avoir un coup d'avance. D'accord. Et au fil des virages, Thomas commence à trouver ses marques. Ben, tu forces moins, t'es plus cool, t'es plus décontracté, t'as moins la pression de la chute, tu vois, de dire qu'est-ce qui va arriver derrière. Donc, tu sais que t'en as dessous, donc tu sais que tu peux récupérer, si il se passe quelque chose, t'es là, quoi. Tu augmentes ta zone de confort en fait. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. Maintenant, il va falloir montrer ce qu'il a appris de la descente derrière moi. C'est vrai que c'est bizarre quand t'es un point devant, genre même sur piste, quand il y a quelqu'un devant toi, tu freines beaucoup plus fort, tu roules plus fort. Oui. Et là, vraiment, quand t'es tout seul, et c'est ça que je sais pas faire, et que ça soit sur piste ou sur route, c'est que je sais pas où me placer en fait. Là, je perds tous mes repères et tu vois, je suis un peu en panique. Et oui, là, tu es rentré un peu tard, mais fais-toi confiance en fait. Ne te pose pas trop de questions, fais-toi confiance. Tu es capable de le faire, tu l'as fait derrière moi. Pour bien rouler sur route, il faut être sûr de soi. Trop se poser de questions peut faire reculer. Thomas va devoir appliquer les conseils et cela deviendra des automatismes. Alors là, soigne bien. Voilà, hop, Et là, maintenant tu rentres. Très bien. Et là, je sors. Voilà, alors, parfait. Presque. Il faut que tu exagères plus. Là, tu n'es pas assez rentré dans le virage. D'accord, ok. Tout exagéré, aucun problème. Freinage, hop. Arrière pour stabiliser. Là, je rentre et j'exagère. Et là, je relève et c'est parti. Alors, c'est pas mal, mais tu pouvais ouvrir un peu plus l'entrée de virage. D'accord, ok. Te placer un peu plus à droite. Et à force de se corriger, Thomas finit finalement par avoir des trajectoires cohérentes. Allez, on soigne bien celui-là. Et clac. Ouais, très bien ça. Et tu vois comme tu es placé du coup tranquille pour le prochain. Voilà, c'est parfait. Déclencher tard, quand on rentre dans le virage, on rentre plus tard, on sort au mieux. Sur la piste, on prend tout. Donc on se gêne pas en fait. On prend tout et on se pose pas de questions. Là, c'est vrai que c'était assez compliqué vraiment de garder les mêmes trages et essayer d'appliquer ça partout. Et sur les différents, sur les épingles, sur les petits virolos rapides. Au début, c'était assez compliqué tout seul. Après, au bout de une dizaine, ça y est, ça rentre et on commence à se lâcher. C'est enfin au tour d'Anne-Sophie de se confronter à l'exercice. Elle qui est habituée aux routes de Lille n'a jamais vu autant de virages en si peu de kilomètres. Ça va être intéressant. Allez, maintenant c'est toi qui passes devant. Et je vais analyser tes trajectoires. Très bien, tu t'es mise à l'extérieur, c'est bien. C'est super. Tu vas bien chercher l'extérieur. Franchement, là, c'est bien. Ce que je vois par rapport à quand tu es arrivé, tu utilises vraiment la route. Le regard, faut pas l'oublier. Top. Tu as pris la corde. C'est ça que j'aime bien avec vous les femmes, vous êtes appliquées. Putain, on vous dit un truc, vous le faites, c'est génial. Les mecs, à côté de ça, c'est tellement des têtes de cons. Et je me mets dans le même groupe. Tout n'est pas une question de vitesse. Anne-Sophie applique à la lettre les conseils et se place plutôt bien sur la route compte tenu de son expérience. Ce n'est pas impressionnant, mais en apprenant de cette façon, sa marge de progression est énorme, sans prendre de risques.
Par contre, dans les grandes enfilades comme ça, tu peux mettre un peu plus de rythme, tu vois. Tu gardes du gaz. Et sans forcément couper les gaz, bah tu corriges ta vitesse au frein arrière. Tu appuies un peu dessus pour te ralentir. Allez, vas-y. Accélère. Garde du gaz. Allez, tu as de la visibilité, donc vas-y, tu peux garder du gaz. Sur route, il faut toujours voir à minima à 2 secondes devant soi. Ces grandes enfilades avec de la visibilité sont donc parfaites pour prendre un peu plus de vitesse, tout en restant en sécurité. C'est bien, c'est bien. Tu vois, là, t'as pas cassé ta vitesse. Allez, extérieur. Allez, je penche la moto. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Vas-y, vas-y. Non, c'est pas mal. Allez, ça, c'est une épingle. Frein arrière. Regard au loin. Et le petit filet de gaz. Voilà. Très bien. Allez, bah écoute, c'est bon. Moi, je suis content de ce que j'ai vu. Bravo! Quand j'ai vu toutes les épingles, je me suis dit, oulala, je vais mourir. Et après mes trajectoires, clairement, je me suis dit, je suis mal barrée parce que moi, j'ai jamais fait tout ça. Et clairement, moi, je suis du Nord et je me place en plein milieu de la route et c'est tout. Donc niveau trajectoire, on va dire que d'ici, je partais de zéro, quoi. Mission réussie. Nos 3 élèves ont désormais des trajectoires moins aléatoires et rouleront donc en sécurité. Maintenant, on va leur apprendre à accélérer. Gabriel, toi c'est 6000. D'accord. Anne-Sophie, 6500. Thomas, toi c'est 8750. À quoi ça correspond ce que je viens de vous dire? Sûrement la zone de couple. Peut-être, tu as vu. Observateur. Oui. La zone de couple de quoi? Ce chiffre, c'est le régime moteur. Mais le régime moteur correspond à quoi sur votre moto? Pour exploiter au mieux la puissance. Ah, tu vas trop vite, c'est déjà la conclusion, ça. Pardon. Atso, faut que tu te jettes à l'eau, là. Il faut... Enfin, pas là, hein, mais... c'est une image. Il n'y a pas de mauvaise réponse, t'en fais pas. C'est avant qu'on passe la prochaine vitesse. Pareil, tu réfléchis trop, tu vas trop loin. C'est une partie de la réponse. C'est une partie de la réponse, en tout cas. C'est une partie de la réponse, c'est vrai. C'est le régime moteur auquel nos machines ont le meilleur couple. Exactement. Parfait, c'est ça. Donc toi, sur le Varadero 1000, c'est à 6000 tours minute. Anso, sur la MT-07, c'est 6005. Et toi, sur la Panigale, c'est un petit peu plus haut, c'est 8750 tours minute. D'accord. Parce que c'est élémentaire, mais on va quand même rappeler cette base-là. Le couple d'un moteur ou sa puissance évolue avec son régime moteur. On n'a pas la même puissance et le même couple à 2000 tours qu'à 8000 tours. Voilà, le moteur c'est vivant, et plus il tourne, plus son comportement change. En général, on a d'abord le couple, et la puissance maxi, c'est au régime moteur maximal. Là, on est sur route. Et sur la route, on cherche le couple, pas la puissance. Ça veut donc dire qu'en général, on cherche à se balader autour de la zone du couple maximal. Ah voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Allez, bonne route. Allez, bon courage. Déjà, vous, est-ce que vous savez à peu près à quel régime vous roulez avec votre moto sur route? Gabriel. En vitesse de croisière, je tourne entre 3500 et 4000. D'accord, donc un peu plus bas que le couple max. Parce que sinon, après, on est illégal. Ça dépend du rapport sur lequel tu es. Oui. Tu roules donc en dessous de ton couple maximal. Ça peut être dangereux, et on va t'expliquer pourquoi après. Anso. Comme Gabriel, je roule en dessous, 5000 tours à peu près, 5000, 5500. Combien 5000, 5500. 5000, 5005, mais tu es quand même proche, tu es dans une zone où tu es pratiquement au maxi, donc c'est pas trop mal. Et toi? Pas du tout, entre 3 et 5000. Ouais, mais toi tu as une Ducati, mec. Le problème, c'est que moi, déjà, je suis pas loin du rupteur. Ouais. C'est les vitesses, arriver, peu importe la vitesse là. Dans ton cas, c'est particulier, c'est vrai. C'est compliqué. Surtout que toi, tu as un moteur qui développe déjà beaucoup de couples en dessous. Ouais. Effectivement, le maxi va être à 8750, mais déjà dès 4000 tours minute, je pense que tu as bien 10 mètres kg de couple qui te permettent de rouler confortablement et d'avoir un moteur qui reprend bien et qui sort des virages. Oui, parce que faut bien vous dire que le couple maximal, il n'est pas à 1 tour minute près. Le couple, ça fait un plateau en fait. Donc vous avez quand même une zone de tolérance. Est-ce que tu veux expliquer à Gabriel en quoi ça peut être dangereux de rouler en dessous du coup? Sur une moto, ce qu'on ne veut pas, c'est perdre de l'adhérence. D'accord?
Pas envie qu'en accélérant, la roue se mette à patiner ou que la moto cabre. Pas envie de ça. Et c'est encore plus vrai sur la route. Sur une route par exemple avec des graviers, de l'adhérence précaire, de la pluie, on n'a pas envie d'être surpris par l'arrivée de la force du moteur pendant qu'on est en train de rouler. Si on est déjà dans la zone maximale de la force du moteur, on ne peut donc techniquement pas être surpris par l'arrivée du couple. Quand on est en dessous, qu'est-ce qui peut se passer? En prenant du régime moteur, le moteur va se mettre à développer plus de force et là, on peut créer une perte d'adhérence. C'est pour ça que souvent, sur circuit notamment, on dit que quand on roule sous la pluie, il faut être au régime moteur les plus élevés pour surtout pas se faire surprendre en sortie de courbe par l'arrivée du couple qui, elle, peut faire déraper la roue arrière. Tout ça est très théorique. En tout cas, c'est exact. Si vous êtes dans votre zone de couple maxi, techniquement, vous ne pouvez pas vous faire surprendre par l'arrivée du couple. C'est pour ça qu'il vaut mieux être dans cette zone. Donc cette zone de couple, elle varie en fonction des motos. Donc pour les trails, ça va être plutôt bas dans les tours. En roadster, ça va être à mi-régime. Et une sportive, ça va être haut dans les tours. C'est pour ça qu'on dit que les sportives sont moins adaptées à la route. C'est que pour développer leur meilleur potentiel, il faut rouler très haut dans les tours et donc à des vitesses déraisonnables. On va quand même préciser parce que ça reste, excuse-moi je te coupe, ça reste un tableau très grossier. Oui. Ce sont des généralités. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, plus une moto développe de puissance, plus sa zone de couple elle va être élevée. Vous pouvez avoir un trail très pépère comme un trail sportif. Le mieux, c'est de regarder tout simplement sa fiche technique et de voir à peu près à quel régime moteur est le couple maximum de sa moto. Voilà. Étant donné qu'on parle d'accélération, on va parler de gestion de la poignée de gaz. Une fois que vous avez lâché les freins en virage, qu'est-ce que vous faites? Gabriel, vas-y. J'ai tendance à remettre un filet de gaz pour reprendre la route. D'accord, très bien. Anso? En rentrant en virage, moi je lâche la poignée de gaz et je la reprends qu'après. Les gaz coupés. D'accord. Ok. Une grande charge. Non, c'est pas vrai. Alors, je garde mon petit filet de gaz justement pour garder le couple, on va dire, le mieux possible. Ça reste linéaire en fait. Pour faire que mon bide le passer en 4 cylindres. Vraiment, pas sentir les coups de piston, genre c'est agréable. D'accord. C'est très précisément ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'un filet de gaz, c'est une ouverture des gaz qui est toute douce, qui permet en fait à ta roue arrière de tourner assez pour ne pas être ralenti par du frein moteur. Parce que tu as dû t'en rendre compte, quand tu es gaz coupé, ta moto ralentit encore, alors que tu touches plus au frein. Et ça te déstabilise un petit peu ton châssis. Au contraire, si jamais tu mets un peu de gaz, ta moto va avancer naturellement. Et ce qu'on cherche sur route, c'est d'avoir une moto qui se comporte de façon homogène. Tu vois, qui n'a pas trop de variations d'assiette, d'avant en arrière, qui te donne des à-coups et tout ça. Donc, ce qu'il faut faire effectivement, c'est que dès que tu lâches ton frein, naturellement, tu fais comme ça. Tac. Tu ouvres un tout petit peu les gaz, ce qui va permettre à ta moto d'avoir un comportement beaucoup plus constant. On précise que le filet de gaz, c'est pas une accélération. Oui. Non. On sort du zéro gaz, c'est quelques degrés, juste pour stabiliser. La moto n'est pas censée prendre du régime moteur, elle n'en prend pas, mais elle n'en perd pas non plus. C'est ça le filet de gaz. Donc, vous savez maintenant qu'il faut reprendre son filet de gaz le plus tôt possible quand on a lâché les freins. Mais quand est-ce qu'on accélère concrètement? D'après nous, c'est pas universel, mais nous on fait comme ça en tout cas, on a tendance à considérer qu'on rentre en phase d'accélération quand on voit la sortie du virage. Pour nous, c'est ce qu'il y a de plus sûr sur route. Quand on voit la sortie du virage, donc. Pas quand on redresse, quand on voit la sortie du virage. On a le droit d'accélérer avec un peu d'angle. C'est pas dramatique. Du moment que votre manière d'accélérer, elle, est toujours progressive. En fait, sur une moto, c'est ça la clé. Vous n'allez pas perdre de l'adhérence d'un coup si vous accélérez avec de l'angle. Le tout sur route, c'est de se dire, ok, j'entame mon accélération quand je vois la fin du virage. C'est le plus sûr à faire. Si vous le faites trop tôt, si vous accélérez trop tôt dans le virage, qu'est-ce qui peut se passer? Vis de l'arrière. Ouais, là tu as accéléré non seulement tôt, mais de manière voilà, engagée. Quoi. Mais oui, ça peut arriver, effectivement. Ouais. Parce qu'on a encore beaucoup d'angles. Ouais. Si on commence vraiment à accélérer avec beaucoup d'angles, oui, ça peut finir par faire une perte de l'arrière. Après, on peut pousser l'avant aussi. Ah oui, toi, tu pousses l'avant et qui croise et bim. Ouais, mais avant de... Oui, tu as raison, c'est vrai, mais avant de rentrer même dans ces considérations ça très si on accélère trop tôt, ça peut nous obliger à refreiner. Ce qui se passe en général quand on accélère, c'est que la moto a naturellement tendance à se redresser. Si le virage n'est pas fini, on est obligé de couper.
de remettre de l'angle, catastrophique. Sortie de virage dégueulasse, c'est pas à faire quoi. Le mieux, c'est d'avoir une accélération linéaire et progressive. Le tac, 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 ça va juste déstabiliser votre châssis, vous obliger à ralentir, peut-être reprendre le frein. Faut pas le faire. Et la seule manière de ne jamais le faire, c'est d'accélérer que quand on voit la sortie. Voilà. Et en accélérant, vous vous facilitez le relevé de votre moto. C'est-à-dire que quand vous êtes sur l'angle, vous commencez à accélérer et naturellement votre moto va élargir et se redresser. Alors que si vous restez gaz coupé et vous la relevez vous allez vous dépenser énormément physiquement alors que ça ne sert à rien. Une moto, il faut la piloter au gaz pour moins se fatiguer. Alors il y a un exercice assez intéressant à faire pour se forcer à bien utiliser sa poignée de gaz sur route. Et c'est tout simplement de ne plus utiliser les freins. On peut rouler sur route longtemps sans freiner, ni de l'avant ni de l'arrière, juste en gérant sa moto avec les gaz. Donc ça demande effectivement d'accélérer un peu moins fort en ligne droite pour ne pas avoir à taper dans les freins s'il y a un virage qui arrive. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que la façon dont vous coupez les gaz influe énormément sur la façon dont votre moto ralentit. C'est-à-dire que si vous accélérez, vous coupez les gaz d'un coup, beaucoup de freins moteurs, la moto ralentit énormément. Si au contraire vous fermez la poignée de gaz progressivement, la décélération va être beaucoup plus lente. Et là, vous gardez de la vitesse pour entrer en virage. Donc c'est quelque chose que vous allez devoir faire. On va vous suivre, on va regarder votre feu arrière et vous allez avoir interdiction de l'allumer. Et sur des routes qui tournent. Parfait. Vous avez un frein naturel, hein, c'est le frein moteur. Et comme vous êtes des bons élèves, vous êtes sur votre plage de régime du couple maximal. Donc quand vous coupez, vous avez du frein. Vous avez aussi une boîte de vitesse et un embrayage. Hein. Vous n'êtes pas obligé de rester sur le même rapport. Le but, c'est de se dire, ok, si je n'avais pas de frein, qu'est-ce que je ferais? Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, votre moto se comporte tout le temps pareil. Parce que vous n'êtes pas en train de changer l'assiette en freinant. Et en accélérant fort après parce que vous avez trop freiné dans le virage. Donc votre moto est beaucoup plus stable, a un comportement beaucoup plus constant. Et vous avez une maîtrise qui est bien plus élevée. C'est donc ce que nous allons faire aujourd'hui. L'exercice n'est pas simple. Il faut appliquer tout ce qu'on a appris durant les précédents ateliers et être fluide. Et c'est Gabriel qui commence. Est-ce que tu te souviens à peu près du régime moteur idéal sur ta moto? Vous m'avez annoncé 6000, ça m'a un peu dérouté. Bon, pourquoi ça t'a dérouté? Bah parce que ça me paraît énorme, c'est pas du tout sur ce régime-là que je roule. Je suis plutôt généralement entre 4 et 5000 quand je suis dans des virages. Bah 5000 c'est pile juste avant les 6000 du couple maxi, donc c'est bien. D'accord. C'est une fourchette en fait. Il faut savoir que il faut que tu navigues autour de la zone des 6000 tours, en gros. Okay. Et que finalement quand tu rétrogrades ou que tu passes une vitesse, c'est globalement pour rester dans cette zone. Okay. C'est cette zone-là qui te donnera toujours le plus de reprises ou le plus de frein moteur. Et sur route, c'est donc parfait. Ok, donc j'avais pas compris. Je pensais qu'il fallait aller chercher les 6000 en permanence. Non, non, non. Tu navigues autour d'une zone, évidemment. Ok. On a bien fait de préciser les consignes. Il ne s'agit pas de rouler toujours sur le couple maxi, mais plutôt de se le garder comme objectif. Cela va aider Gabriel pour l'exercice qui l'attend. L'exercice ici, pour vraiment t'aider à maîtriser ta poignée de gaz, c'est de ne pas freiner, de ne pas utiliser les freins. Alors, tu vas me dire, en quoi est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui maîtrise mieux sa poignée de gaz? Si tu n'as pas le frein pour gérer ta trajectoire ou ta vitesse d'approche, bah, il te reste la boîte de vitesse, l'embrayage et la poignée de gaz pour te déplacer. Et tu vas voir que dans ce col, et bah, finalement, tu peux prendre pratiquement intégralement tout le col sans jamais toucher au frein. Alors ça me parle plus que ce que nous avons fait hier aujourd'hui, qui était un petit peu contre nature pour moi, parce que je suis pas quelqu'un qui roule forcément vite. Donc toi tu es un mec qui garde sa vitesse, en gros tu essaies de rouler coulé, enroulé sans jamais trop freiner ou trop accélérer, c'est ça? Je pense même. C'est ce qu'on va voir.
La fluidité de Gabriel devrait l'aider. Mais dès qu'on aura un peu de place, j'aimerais que tu te mettes à 6000 tours, donc qui est la zone de couple maximale que peut développer ton moteur, et que tu constates non seulement les reprises, mais ensuite le frein moteur qui est généré quand tu coupes les gaz. Tu vas voir à quel point il est puissant en fait. Ouais, je viens de le faire là. C'est dingue, hein, c'est un vrai frein. Quand tu coupes net comme ça, la moto elle ralentit net. Là je suis à 6,5. Coupe. Ah, non, mais effectivement. Et la moto tourne. Ah ouais, et tu te sens totalement en sécurité, effectivement, rien qu'avec le frein moteur. Je coupe. Voilà. Si jamais tu sens que tu arrives un peu vite, tu peux tomber une vitesse. Ah ouais, mais pour le coup, j'ai pas besoin. Pour l'instant, c'est bien. Depuis qu'on est parti, j'ai pas vu une seule fois ton feu stop. Ah non, je te dis que ce serait pas l'exercice le plus compliqué pour moi, effectivement. Et quand on exploite vraiment ce frein moteur, bah, finalement on s'aperçoit qu'on peut descendre un col en prenant du plaisir, sans même toucher au frein. Et c'est impressionnant et jouissif à la fois. Je sais pas si tu te rappelles, mais on est garé dans une épingle. Oui. Ce serait bien qu'en descendant, tu me fasses un beau passage devant la caméra. D'accord, je m'arrête pas. Sans toucher le putain de frein. Non, on va passer une fois devant la caméra. Ok, ça marche. Allez. On se concentre. Prends bien large. C'est bien, c'est parfait. C'est validé, Gabriel. Parfait. Place maintenant à Anne-Sophie, qui va pour la première fois visiter une zone inconnue de son compte tour. T'as combien là? Bah, je suis qu'à 4000. Hein. Eh bah baisse une vitesse. Tombe à rapport pour être sur le rapport inférieur. Je dois être en deuxième. Ah bah ça dépend de la vitesse à laquelle tu es. Là je suis à 6000. 6000, vas-y encore. Ok, coupe les gaz d'un coup là. T'as vu comme ta moto elle freine? Ouais. Ça veut dire que c'est ton frein moteur maximal. Tu l'as à peu près à ce régime moteur là, on va dire. Ouais. Donc t'imagines à quel point ta moto elle est capable de freiner toute seule sans que tu touches au frein et au gaz. Ouais. C'est dingue. Anne-Sophie n'a pas l'air impressionnée, mais c'est une vraie découverte pour une débutante. Prendre conscience de la capacité de ralentissement de sa moto permet de gagner en confiance. Et ça chamboule pas mal. Toi l'habitude, j'ai l'impression que tu roules en 4 ou 5 à 2500 tours. Ouais, c'est sûr que quand tu coupes les gaz, ta moto elle prendra pas le virage en fait. Tu vois? Ouais. Il faut du frein moteur pour faire tourner ta moto, pour la ralentir. Alors on n'est pas en train de te dire qu'il faut rouler à des régimes moteurs toujours très élevés. Le but de l'exercice là, c'est uniquement de te prouver à quel point une moto, elle peut avoir de la reprise, donc de la pêche ou du frein moteur quand tu es sur le bon régime. Comme pour les trajectoires, en faisant toujours la même chose, on pense prendre moins de risques. Mais en réalité, on stagne. C'est en utilisant les capacités de sa moto que l'on pilote plus facilement. Et ça, Anne-Sophie est en train de le réaliser. On anticipe, on se met en première, regard au loin, filet de gaz pour prendre le virage. Tu vois, pas de problème. D'un coup, tu prends conscience que t'es pas obligé de freiner pour rouler. Je crois que t'as même pas réalisé, mais quand on a monté le col, on a fait 10 km, t'as pas touché une fois au frein. Ouais. Alors que ça fait 3 jours que tu roules avec nous et t'es toujours en train de freiner. Ok. Bah voilà, tu viens d'apprendre un truc. Mission réussie donc. Voyons maintenant si Thomas va y parvenir, avec sa moto beaucoup trop puissante pour ce col. Alors là, ce que j'aime bien dans ce que tu fais, c'est que à l'approche du virage, quand tu vois que tu es un peu trop vite, tu te jettes dedans. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'en fait, quand tu penches ta moto rapidement, tu lui fais perdre de la vitesse. C'est aussi une technique pour ralentir votre moto. En tournant, on casse son élan. C'est donc un paramètre à intégrer pour aborder un virage à la bonne allure. Avec un pilotage comme ça, tu forces beaucoup moins sur ta moto. Parce que ce qui se passe, c'est que tu conserves ce qu'on appelle de la vitesse linéaire. Ouais. C'est-à-dire que tes pics d'accélération et de freinage sont moins élevés, mais tu as une vitesse plus constante. Normalement, cet exercice devrait permettre à Thomas de gagner en finesse de pilotage. Et c'est pas du luxe. Allez, applique-toi. On rétrograde, on passe la première et on leur fait un beau virage. Allez, on élargit, on tourne les yeux, tourne les yeux, tourne les yeux, tourne les yeux. Oui, très bien, superbe. Voilà, bah voilà, c'est bien ça. Ça, c'était l'exercice, je pense, vraiment le plus compliqué. C'est vraiment pas naturel. Parce que nous, comme ce qu'on a dit, c'est que je dois tourner dans les 8750 tours. En première, 8750 tours, je dois être à 110.
Donc dans une épingle à 110, j'allais voir Johnny Hallyday quoi. Tout simplement, j'avais la première place au concert là. Exercice terminé et réussi pour nos élèves. Ils ont réussi à se passer de leurs freins et à mieux maîtriser leur moto. Maintenant, on va leur apprendre à survivre, même s'ils ne font rien de tout ce qu'on leur a appris. Quatrième et ultime étape de notre formation, les gestes de premier secours. Alors, on n'est pas particulièrement, on peut dire, Compétent. voilà, en la matière. On a plutôt tendance à déclencher les gestes de premier secours plutôt qu'à les appliquer. Et pour cette raison, donc, on fait appel à Philippe, adjudant-chef de la caserne de pompiers de Pont-en-Royans. On est dans une région où il y a beaucoup de motards. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Oui. Donc il va nous expliquer ce qu'on doit faire quand on arrive sur les lieux d'un accident ou quand on est nous-mêmes accidentés éventuellement. C'est plus difficile de se soigner soi-même. Ouais. On est entre potes, on se balade, on est en groupe. Un des éléments se chauffe un peu. Par exemple Thomas. Par exemple, un gars souvent en Ducati Panigale. Bref, il tente un truc, il tente d'impressionner les copains. Ou alors il n'a pas de bol, enfin il y a plein de raisons, on va pas s'attarder sur les raisons, mais admettons, le gars tombe, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Un collègue tombe au sol, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc la première chose, ça va être de protéger votre collègue, vous protégez-vous et signaler l'accident. C'est-à-dire qu'on imagine bien qu'on n'est pas tout seul sur la route. Alors, ici, on est dans un milieu montagne, c'est assez facile de couper une route. Hein. On va mettre un engin à travers la route, en amont de l'accident. Si on peut, en aval aussi, si la route est un peu étroite. Au moins bloquer la voie sur laquelle se trouve le collègue au sol. Et donc ensuite, ça va être par exemple de prendre une des motos qui n'est pas tombée, la mettre combien de mètres à peu près de l'accident? Idéalement c'est 50 mètres avant, ça permet quand même aux gens, alors ce serait presque même mieux d'en mettre deux, c'est-à-dire une en pré-signalisation et une vraiment en sécurisation. D'accord. Comme ça la première, avec les warnings, vous avez des warnings il me semble, sur les motos, une avec les warnings en place pour prévenir les gens qu'il y a un problème, et la deuxième au milieu pour vraiment être sûr que le gars qui regarde le décor qui est magnifique ici ne se fasse pas surprendre et vous rentre dedans. D'accord, donc on a le droit, enfin on va pas nous reprocher éventuellement de bloquer la route. S'il y a un accident, n'importe comment, la route va vite être bloquée. La priorité, c'est la sécurisation du site. Si maintenant vous êtes sur une route à haute circulation, autoroute nationale, comme on peut rencontrer avec double voie et tout, il faut faire très attention. Là, c'est clair que la solution, ça va être de soustraire votre collègue de la chaussée et donc de l'amener sur le bord. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un dégagement d'urgence. Donc là, on va voir tout à l'heure, on fera un peu le geste. Il faut essayer de respecter l'axe tête-coutron qui évite justement d'augmenter les traumatismes s'il y en a au niveau du rachis. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est analyser ce qui se passe. Si votre collègue il a simplement des écorchures, s'il n'y a pas grand-chose... T'as perdu l'avant ou l'arrière? C'est un peu ça. Mais voir, on va faire la pression des pneus, on va contrôler tout ça. Analysons. Analysons la chute. Un coup de polish et ça repart. Donc, c'est vrai que là-dessus, l'analyse de la situation va permettre de savoir s'il y a besoin ou pas de secours médicaux ou pas. Si c'est le cas, ben là il va falloir alerter. Alors aujourd'hui on a tous des téléphones portables. Il existe plusieurs numéros d'appel d'urgence. Le 112 c'est celui qui marche. Alors il faut aussi savoir, c'est pas parce que votre opérateur ne marche pas dans la zone où vous êtes, votre téléphone dès que vous faites le 112 il va chercher n'importe quel opérateur. D'accord. Par exemple, vous êtes, je ne vais pas faire de pub, vous êtes chez Free et il n'y a que Bouygues qui passe là, ben, automatiquement ça va interconnecter, ça va fonctionner. D'accord. Et il n'y a pas besoin non plus d'avoir un abonnement à jour. Si votre téléphone il est même sans carte SIM, ça marchera aussi. Excellent, bah, tu vois ça je savais pas. Du coup quand on appelle les secours, quelle information il faut leur donner? Donc il faut se laisser guider par les questions de l'opérateur. Il va vous poser des questions en général, ça va être sur la localisation évidemment, parce qu'il il faut avoir une adresse. C'est pas toujours évident quand on n'est pas de la région de connaître sur quelle nationale on est. Si vous êtes entre deux communes, vous dites je suis entre telle commune ou telle commune, essayez de localiser au mieux possible. Aujourd'hui on a des GPS. Les GPS sur les téléphones portables peuvent vous donner une localisation, même un GPS, et ils sont capables à partir de là de vous retrouver. D'accord. Voilà, il y a des idées comme ça qu'on peut utiliser. Après les informations, ça va être la gravité de la victime, savoir si elle respire, si elle est consciente.
etc. Après, c'est vraiment l'opérateur, il faut se laisser guider. Par contre, il y a un principe, c'est que lorsque vous appelez, c'est toujours l'opérateur qui raccroche. C'est jamais vous. D'accord. C'est-à-dire que l'opérateur, il peut vous laisser vous dire attendez, parce que lui, il va demander conseil peut-être à un de ses collègues, et à ce moment-là, ne raccrochez pas. Tant que lui, il a besoin de poser des questions, il posera les questions. Et ça, c'est vrai pour tout appel au 112. Donc, ça, ok, alerter, c'est bon. Et ensuite, secourir. Secourir. La première chose à observer, c'est l'état de conscience de la victime. Est-ce que votre victime vous répond ou vous répond pas à vos questions? Si elle ne répond pas, on va dire qu'elle est inconsciente. À ce moment-là, il va falloir savoir si elle le respire ou si elle ne le respire pas. D'accord. Parce qu'elle peut être en arrêt cardio-respiratoire. Et c'est là que la question de tout à l'heure sur retrait ou pas du casque, selon les types de casques, il est impossible de savoir si une personne respire lorsque le casque, c'est un casque intégral. Je ne connais pas tous les termes techniques de vos casques. Casque intégral, voilà. pas fermé, ouais. Où il est impossible de vérifier la respiration. Peut-être qu'à ce moment-là, il va falloir retirer le casque. Donc là, c'est une technique particulière, on la verra, je pense, tout à l'heure. Ouais. Il va falloir retirer le casque et écouter si la victime le respire. Si elle ne respire pas, à ce moment-là, la victime elle est en arrêt cardio-respiratoire. Donc là, on va faire ce qu'on appelle un massage cardiaque. Alors, mal fait, c'est compliqué. Hein. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse. Ah, mais ça peut arriver, c'est hélas le pire qui puisse arriver. Mais alors, quand même, je t'ai entendu dire que potentiellement, on peut enlever le casque. Absolument. Parce que du coup, il y a ce truc où effectivement, on nous a dit, ouais, attention, parce que peut-être, on ne sait pas, un motard a eu un traumatisme au niveau des cervicales et qu'il vaut mieux pas lui toucher la tête. Imagine si ton gars, il est en arrêt cardio-respiratoire, c'est-à-dire qu'il est potentiellement mort. Si on le laisse là, il va mourir. Si on ne retire pas le casque, ce sera quelqu'un qui aura les cervicales en bon état, mais qui sera mort, donc aucune utilité. Alors en fait, après, c'est la notion de gravité et de classement de la gravité par rapport. C'est ça qui est chaud, parce que alors, là, ce qu'il faut bien retenir, c'est vraiment si la personne est inconsciente et qu'on est incapable de savoir si la personne le respire ou si elle ne le respire pas, que là, on va retirer le casque. C'est le seul cas où on va retirer le casque. D'accord. Ça, c'est très clair. D'accord. Et après, il y a la fameuse PLS. Alors, qui est devenue une expression nationale. La PLS, c'est la position latérale de sécurité. Là, vous êtes en face d'une victime qui est inconsciente, d'accord, donc elle ne vous répond pas, mais qui respire. À ce moment-là, on va la mettre en position de latérale de sécurité pour pouvoir favoriser, en cas de vomissement, l'expulsion du vomi, je sais pas, et aussi éviter que la langue, lorsque vous êtes inconscient, on a ce qu'on appelle une perte du tonus musculaire. C'est-à-dire que vous êtes, on est mou, on le sent. Et donc la langue, c'est un muscle. Et du coup, la langue a tendance à retomber au fond du palais et donc va étouffer la victime. C'est pour ça que mettant en PLS, la langue va être mise à l'avant et ça va permettre de mieux respirer. En fait. Par contre, si on met quelqu'un en PLS, c'est-à-dire qu'on surveille que le respire. C'est-à-dire qu'on ne la met pas en PLS et on ne dit pas, tiens, je vais partir boire un café au bistrot du coin. On va rester à côté et on va en permanence apprécier que la personne respire. Parce que ça peut se dégrader, une situation elle est instantée, elle est dans tel état, et peut-être que 5 minutes après, la personne va tomber en arrêt cardio-respiratoire. Dans quel cas, il faudra faire un massage cardiaque. D'accord. Une des situations aussi qui peut être dramatique, c'est l'hémorragie. Et en moto, on comprend, vous tombez, vous allez percuter une barrière de sécurité, vous allez... Oui, c'est bon. Bref, ça peut faire on imagine plein de trucs. On imagine malheureusement bien. Ça peut faire une plaie. Le corps humain, il est... Vous enroulez le corps autour de la tane. C'est bien dégueulasse. Bon, en gros, on tombe, on saigne. Voilà. Si le saignement ne s'arrête pas tout seul, parce qu'on appelle hémorragie, c'est un saignement qui ne s'arrête pas de façon spontanée. C'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, ça continue à saigner. On va venir appliquer simplement sur la plaie, on va venir appuyer dessus. D'accord. Alors là, je vais devenir un peu gore. S'il y a un corps étranger dans la plaie. Attends, on appuie avec on va appuyer, main nue ou si on peut avoir un chiffon, si on peut retrouver un linge, quelque chose. Attends, gel hydroalcoolique. 2 fois. Il ne faut pas perdre trop de temps parce qu'une hémorragie, ça va très vite. Je bien que vaut mieux risquer une petite infection que... Non, par contre, c'est sûr que si vous avez un linge ou quelque chose comme ça, vous mettez un t-shirt, n'importe quoi, vous venez appuyer dessus, c'est du secours d'urgence, on n'est pas là à faire du... Évitez tout ce qui est slip sale dans le sac à dos. Ou le chiffon à graisse de chaîne. Avec nous, ne tombez jamais en balade avec ça, vous êtes tous morts. Tous. Même ceux qui essaient de secourir, ils vont se blesser. C'est horrible.
Et après, l'autre situation où on peut avoir une hémorragie, c'est s'il y a un corps étranger qui est dans un des membres. Et c'est là, on va venir faire ce qu'on appelle un garrot. Alors les garrots, il vaut mieux éviter d'en faire parce que c'est délétère pour le membre en dessous. Donc du coup, un garrot, on va le faire avec une ceinture, avec quelque chose qui fait à peu près 5 cm de largeur. Voilà. Ah, oui. Et ensuite, on va venir serrer autour du membre le plus possible. Bien sûr, je précise, les garrots, c'est sur les membres, d'accord? Si le gars il saigne de la tête, on ne fait pas un garrot. Non mais, faut le préciser quand même. La ceinture autour du cou. En général, s'il y a un objet dans la tête avec une plaie, c'est jamais très bon. Okay. Et donc cette légende qui dit qu'il faut noter l'heure à laquelle a été fait le garrot, c'est vrai ou c'est faux? C'est pas une légende, c'est une réalité. Ouais. En fait, il faut savoir que lorsqu'on pose un garrot, toute la partie qui est en dessous du garrot n'est plus alimentée en sang. Et donc il va y avoir une accumulation de toxines. Le problème de ces toxines, c'est que au moment où on va libérer le garrot, vont aller vers le cœur et ça peut être délétère, ça peut entraîner un arrêt cardiaque quasiment. Ah ouais. Si jamais on n'a pas d'hémorragie, tout ça, mais on a par contre une fracture, qu'est-ce qu'il faut faire? Si la fracture, même si l'os sort ça peut arriver de la peau, s'il n'y a pas d'hémorragie, c'est grave, c'est grave, mais c'est pas forcément. C'est un critère d'urgence pour les secours, mais en tant que secouriste isolé, en tant que témoin, il vaut mieux rien faire à ce moment-là. Simplement. Même si on s'y connaît, par exemple en anatomie, on ne peut pas essayer de lui remettre dans le. Ah non, surtout pas. Non surtout pas. Après, c'est une bonne blague morbide. Je pense qu'on va passer à la démonstration. Ouais. Alors, on a fait un pierre-feuille-ciseaux avec Adrien hier pour savoir qui s'occupe de qui. Adrien était content, voilà, moi j'étais ravi aussi, hein, c'est pas le problème. Et maintenant, Adrien aimerait qu'on inverse. Comme par hasard. Je t'en supplie. Voilà. Voilà, donc en fait, Anso et Gabi, vous allez pratiquer les gestes de premier secours sur la cracotte. Appuyez pas trop fort. Ouais. Faites gaffe parce qu'une goutte de sang il tombe dans les pommes. Il n'aime pas voir ça, mais en plus c'est vrai. Hein. Oui, oui. Et donc Thomas, tu vas pratiquer les gestes de premier secours sur moi. Ça va bien se passer, t'inquiète voilà, pas. j'espère. Donc on y va? C'est parti. C'est pas très agréable. Ouais, voilà. Alors, première chose qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle l'abordage de la victime. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre, de savoir si la victime elle est consciente ou pas. D'accord. Alors, tout simplement, on va s'approcher de la victime, on va se mettre à son niveau, on va dire Bader, est-ce que tu m'entends? Oui, bon, s'il m'entend, ne touche pas. On va venir vite fait jeter un œil, regarder sur s'il n'y a pas de taches de sang, s'il n'y a pas d'hémorragie. D'accord. Prendre les clés de la moto, éventuellement. Oh, on ne peut pas lui prendre. On va venir faire une palpation rapide. Allez. Maintenant, si Bader ne nous répond pas, il est inconscient. Là, typiquement, il est très difficile de savoir s'il respire. Le casque intégral lui bouchant la bouche et le nez, on ne sait pas s'il respire ou pas. Il est difficile de voir si le dos se relève, d'autant plus que ce n'est pas le cas, mais s'il avait un cuir, ça sera encore plus difficile. Donc il va falloir le retourner. D'accord. Donc le retournement en sauveteur isolé, on va faire ce qu'on appelle la position du Superman. Ça c'est pour vous en rappeler. On va venir, on va prendre son épaule. C'est là que tu as mal? Non, celle-là elle est bonne. Voilà. On va mettre le bras en avant comme ça, comme Superman, d'accord? Du coup ensuite tu vas venir prendre l'épaule et le bassin ici, avec les mains. Donc comme ça. Tu prends un petit peu de recul, ouais voilà, tout à fait. Tu prends ferme parce qu'il faut le retourner. D'accord. Et d'un mouvement sec, tu vas le retourner. Vas-y. 1, 2, 3. Voilà. Tac. On a vu, on a essayé de respecter ce qu'on appelle l'axe tête-cou-tronc. C'est pas évident, il est tout seul. On a fait pour le mieux. Là maintenant, on va pouvoir lui retirer le casque pour venir vérifier que la victime respire. D'accord. Déjà, première chose, s'il a des lunettes, on va lui retirer les lunettes parce que sinon ça va un peu ça va coincer. Ouais, ensuite, on va venir ici lui défaire la jugulaire. Très bien. Ici, parce que sinon, pareil, ça ne va pas vouloir venir. Voilà. Donc tu te mets dans l'axe de la victime, tu recules un petit peu pour laisser du débattement par rapport au casque, ça va reculer, et tu vas tirer de façon linéaire, le plus droit possible. Prêt? Vas-y. Fais gaffe à mon nez, il est un peu long. 3. Là, tu tires. J'arrive complètement. Alors, tu t'arrêtes ici, quand tu arrives à ce qu'on appelle la base du nez. La base du nez, c'est la zone ici. À ce moment-là, tu vas venir prendre l'arrière de la nuque. D'accord. Avec une main et le haut du casque avec l'autre. Comme ça. Comme ça, là. Ok.
Et là, tu vas continuer ton mouvement. Alors pourquoi? Ça permet d'éviter que le poids de la tête, au moment où le casque va sortir, tombe. Oui. Après, tu vas venir poser la tête au sol. Bon. Et là, tu vas venir écouter sa respiration. D'accord? Pour écouter, tu mets l'oreille dessus. S'il respire, on va vite l'entendre. C'est quoi ça? Ah, c'est toi? Il y a un truc qui me chatouillait. Putain, mais te rapproches pas de moi comme ça, t'es fou quoi. Ah là là. S'il respire, à ce moment-là, on va le mettre en PLS. D'accord. S'il ne respire pas, on va faire un massage cardiaque. D'accord. Donc, la PLS, ici, tu vas mettre le bras à l'équerre. Tac, comme ça. Le but, c'est que cette main-là va venir bloquer ensuite la tête, d'accord? Ici, ton autre main, tu vas la prendre paume contre paume. Ta paume dans sa paume. En plus, il est vache parce qu'il tend les bras en plus. Voilà. Et là, tu vas mettre la main sur sa joue. Comme ça. Attention à ta montre, voilà, comme ça, sur la joue. Maintenant, il faut faire avec l'autre main, parce que sinon ça va pas marcher. Voilà. Ici, tu relèves l'arrière de la cuisse. Comme ça. Et là, tu vas venir prendre comme ça. Et là, on va venir tirer d'un seul coup. Et là, on va voir, normalement, ça va faire un effet de levier, le corps va suivre. Et on va avoir une victime qui va être comme ça, ici. Je suis pas une victime. Et là, on va venir ouvrir la bouche et vérifier qu'il n'y a pas d'objet qui puisse gêner la respiration. Très bien, d'accord. Et on va écouter la respiration. C'est à mon tour de recevoir les gestes de premier secours. On fait un tour rapide. On va venir chercher s'il y a des hémorragies. On trouve une hémorragie. Oh, je déteste ça. Qu'est-ce qu'on fait? On tombe dans les pommes. On fait un point de compression. On fait un point de compression avec un linge de préférence. Alors on va essayer de prendre un linge, ouais, et on va venir appuyer sur la plaie, d'accord? S'il n'y a pas de corps étranger. S'il n'y a pas de corps étranger, on va venir appuyer dessus et tenir appuyé jusqu'à ce que le saignement soit stoppé. Si c'est pas suffisant ou si, par exemple, il y a un corps étranger à l'intérieur, on peut poser ce qu'on appelle un garrot. Alors avec quoi on peut faire un garrot? T'as une ceinture? Très bien. Allez, viens. Vas-y. Alors un garrot, il faut savoir que c'est radical, mais ça marche à tous les coups. Bon, alors déjà, le garrot, on va pas le poser sur le genou. On va toujours le poser, on va le poser au-dessus, d'accord? Ok. En fait, s'il y a une articulation, on va venir. Le principe du garrot, c'est qu'on va venir comprimer l'artère sur l'os. Si on passe sur le genou, on va venir serrer l'os sur l'os et puis on n'aura pas d'efficacité, d'accord? Ok. Du coup, j'utilise la boucle de la ceinture ou alors, pas? Non. On va venir faire comme ça. Ok. Après, il nous faudrait un bâton. Un bâton, si vous en avez un. Donc on va venir mettre le bâton par-dessus. On refait un nœud de nouveau. Vas-y, on fait un nœud par-dessus la boucle. Voilà. Et là, on va faire un tourniquet. On va venir tourner. Alors vas-y, tu serres. Fais gaffe, ça c'est douloureux. Ouais, bah oui, oui. Vas-y, on serre. Tu me dis, Adrien. Et on va serrer jusqu'à ce que le saignement s'arrête. Une fois... Ah, pardon. Voilà. Ah, ouais. Une fois que c'est comme ça, on va venir bloquer avec un autre nœud le garrot pour pas qu'il s'en aille. D'accord? Ah oui, effectivement. D'accord? Ah, Le principe, c'est vraiment, c'est douloureux, mais ça évite que la personne ne se vide de son sang. D'accord? Et bien sûr, ce que tu disais tout à l'heure, on va venir noter dessus l'heure à laquelle c'est arrivé. Donc je prends un petit peu de sang et je note sur le short. Ouais, bon. D'accord? C'est bon? Voilà. Passons maintenant au massage cardiaque. Bon, donc on va se mettre dans l'axe et on va venir mettre la main, le creux de la main ici. Vas-y, entre nous. Je vais pas Voilà. trop. Alors un poil plus haut, c'est vraiment... Là voilà. Et là, on va venir faire... donc on va pas appuyer. Il faut se rapprocher un peu plus de lui pour être le maximum des épaules dans l'axe du corps. Voilà. Ici. Voilà, les bras bien tendus. Et là, tu vas venir appuyer. Voilà. Comme ça, à 120 à la minute. Là, tu es un peu lente. Là, il faut vraiment aller plus vite et rentrer de 5 cm. C'est comment pour lui. on peut savoir 120? Faut compter? Compter 1, 2, il faut voir, c'est 1 toutes les 2 par seconde, donc ça fait très très rapide. Il y avait l'histoire de Staying Alive, la chanson qui marche pas mal. Ah ouais? Le AAA de Staying Alive marche très très bien. La chanson Staying Alive, c'est 100 à la minute, donc on arrive en chantant dans sa tête, alors, pas tue-tête parce que sinon ça fait pas très professionnel. Tu la connais? Non. Bah Gabriel chante. Staying Alive, voilà. Et là tu as à peu près le rythme à respecter. Ok. D'accord? Dans tous les cas, même si c'est pas assez rapide, même si c'est pas assez profond, il vaut mieux un massage mal fait que pas de massage du tout. D'accord? Pas de massage du tout, ça va être délétère pour la victime. La victime, elle ne va pas s'en sortir. Le temps que les secours arrivent, si c'est un peu un milieu isolé,
son cas sera quasiment irrécupérable. Il ne faut pas vous inquiéter, même si le massage, même si c'est trop bas, même s'il y a plein de défauts, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est au moins que le sang continue un petit peu à circuler dans le corps, qui alimente le cerveau, tous les organes dits nobles, c'est-à-dire le cœur, les poumons, etc. Et vraiment, si on arrive déjà à avoir ça, c'est très bien. Je sors de ce stage, je suis un homme nouveau. Je suis une autre personne, carrément. Je repars en sachant piloter ma moto, on va dire. Encore une découverte, comme quoi il n'y a pas d'âge pour apprendre de nouvelles choses. Là, je me sens en sécurité, je me sens bien. C'était top et ça m'a appris énormément de choses. Cette leçon est désormais terminée. Nous avons appris à nos 3 motards à mieux appréhender le pilotage d'une moto sur la route. Et on espère aussi vous avoir appris quelques trucs.